Donc, bienvenue tout le monde à l'École des entrepreneurs du Québec. J'en profite pour saluer ceux qui nous écoutent grâce à la web-diffusion. Présentement, on a 4 campus au Québec qui sont parmi nous. Donc, l'Outaouais, Mauricie et le Bas-Saint-Laurent. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé. Je suis l'un des directeurs de l'école. C'est pour le monde. Et la web-diffusion. On m'a demandé de parler du défi Ose entreprendre, qui est un concours pour entrepreneurs. C'est l'école qui organise le niveau régional. Et c'est le but de ce défi-là, c'est de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des nouveaux entrepreneurs. Ce que ça va vous donner en tant qu'entrepreneur, c'est de valider votre projet, élargir votre réseau et la chance de gagner l'une des bourses qui peuvent aller jusqu'à 2500 $ par catégorie. Il y a 7 catégories. Là, je ne les éliminerai pas toutes. Et je vais vous inviter juste à aller voir le site oseentreprendre.québec. Et non pas .com, c'est .québec. Vous allez avoir tous les détails de ce défi-là. Et la date à retenir pour les inscriptions, c'est le 12 mars, 16h. Donc, essayez de ne pas vous prendre à la dernière minute, là. C'est de postuler avant cette date-là. Au niveau de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'activités qu'on organise. Présentement, on est en collaboration avec les Fuckup Night. Pour ceux qui veulent savoir les activités du reste de la semaine, on vous invite à aller voir notre site web qui est eequebec.com/SME, SME pour Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez avoir tous les détails de nos activités. Et en terminant, juste remercier nos partenaires au niveau de la Semaine mondiale. Cabinet d'avocats Novalex, l'agence Web Diffusion, qui, grâce à eux, on peut diffuser à travers le Québec. Il y a le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Je vous souhaite un bon Fuck-Up Night. Woo! Merci! Alors, bienvenue tout le monde. Pour combien c'est votre première fois avec nous au Fuck-Up Nights? Première fois. Wow! Bienvenue! Ça ne sera jamais votre dernière. Voilà, c'est sûr. Merci d'être là. C'est super. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui se passe ici, on a le droit de dire fuck. On parle en anglais, en français, des fois même en espagnol. Et on représente un mouvement mondial qui se passe maintenant au travers de plus de 300 villes au monde. 80 pays. Plus que 80 pays. Oui, on va demander le comptable. C'est plus que 40% du monde entier, en fait. Alors, assez populaire. Ça a commencé au Mexique, dans la Ciudad de México. Moi, je l'ai rencontré aussi à un événement à Playa del Carmen grâce à mon entreprise. Je suis entrepreneur aussi. Et ils m'ont invité de l'amener à Montréal. Moi, à Montréal, comme je suis entrepreneur, j'avais assisté aussi aux événements un peu comme ça. Et je me suis dédiée à la communauté en entrepreneuriat il y a quelques années à travers de ces événements bénévolat, ces cours qu'on a donnés ensemble. J'ai rencontré Josh Miller de Fuller Landau, qui pour moi représente la scène corpo de l'entrepreneuriat. Il a une... il fait de sa rôle. Il a une émission de radio. Est-ce que vous connaissez Today's Entrepreneur, CJAD 800? Yes. So Josh has now done over 200 episodes for over 10 years, starting your 10th season, with CJAD through Fuller, supporting the entrepreneurial community. So way to go, Josh, and thank you for that. On a Louis-Félix Binet qui est en train de chercher du popcorn. Parce que... We had one of our own fuck-ups tonight. Exactly. The brand is strong and a name is powerful, and there's always fuck-ups. So we will have popcorn, just not exactly when and how we thought. Ah, voilà! La fille! Bien temps! Perfect timing! Bienvenue à Louis-Félix Binet. Allô? Est-ce que vous voulez du popcorn? Moi, je prendrais de la bière parce que j'ai couru pour acheter le popcorn. Hey, on fait un jeu! Ça vous tente de faire un jeu? OK. Non, ça vous tente pas, OK. Je vais aller manger mon popcorn tout seul de l'autre côté. All right, j'ai acheté du popcorn parce que, bon, en tout cas, ce serait pas Fuck-Up Night s'il n'y avait pas des Fuck-Up, right? Fait qu'on n'avait pas de popcorn aujourd'hui, mais là, on en a. Tiens le micro, s'il te plaît. Fait que j'ai acheté des sacs
de popcorn à saveur de cheddar blanc vieilli. Ah, moi, je ne sais pas comment ils font vieillir ce cheddar-là, mais c'est pas de même que moi, je veux vieillir. Mais j'ai acheté 2 sacs avec des saveurs spéciales. OK? Et on va jouer un petit jeu. C'est quoi? OK. J'ai 2 saveurs spéciales. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés en Hollande? Levez la main. OK? OK. Qui est capable de me dire à quelle sorte de fromage ce sac-là est fait? Gouda. Qui a dit Gouda? Levez la main. Okay, Nathalie, je te donne ce sac-là. Si vous voulez du bon popcorn ou Gouda et soublette, il faut aller voir Nathalie pour qu'elle vous en donne. OK? Et t'as-tu raconté l'histoire des Fuckup Nights qui ont commencé au Mexique? Oui, on est rendu à OK. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au Mexique? OK, mais là, Nathalie, tu n'as pas le droit de jouer à celle-là. Qui est capable de me dire à quelle saveur est ce... Qui a dit ça, là, à part Nathalie? All right. C'est qui? C'est toi? Lève-toi. Jalapeno, là. Toi. Je te donne le sac, OK? Si vous voulez jalapeno et cheddar, c'est quoi ton nom? Carolina. Hey, en plus, elle parle avec l'accent. OK? Jalapeno, Carolina. All right. Merci, c'était mon bout, ça. Merci. Alors, vous connaissez tous Louis-Félix Binette. On s'est connus à travers... Oh, déjà? On est obligé d'avoir du popcorn avec du fromage. Ouais. Ou des vegans, là, comme... Who's vegan? Nice. Alors, j'ai connu Louis-Félix Binette à travers de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, en fait, avec le Collège Dawson. Et Louis-Félix est très connu dans la communauté. Il travaille avec les gouvernements, municipalités, les entreprises dans la facilitation. Facilitation. Merci. Il a créé Creative Mornings ou a commencé Creative Mornings ici à Montréal, donc très connu pour la communauté aussi. Et en fait, elle n'est pas là avec nous, mais on a une quatrième, Vanessa, qui est en ligne, présentement en Europe. Et elle représente une institution qui s'appelle GI Quo Vadis, un B Corps. Alors, beaucoup établi dans la scène les entreprises sociales les entrepreneurs à Montréal. Tout ensemble, on trouvait que l'échec, c'était un sujet universel. Alors, quelque chose pour nous unir entre les langues, entre les différentes silos happening in Montreal entrepreneurship. And now we're happy to welcome Isabel, who represents our volunteer coordinator, which means that we're in expansion. So it's been 2 years, and we'll tell you more about that at the end of the night. But we are now elevating the community, expanding the community, celebrating the community. And so we'll start here with our 15th volume of this event. Thank you, École des entrepreneurs. C'est la 3e fois qu'on fait ça ensemble. Happy Global Entrepreneurship Week, everyone. Thank you for being the change and leading. Thank you to our entrepreneurs this evening. And Josh, would you like to start by introducing? OK, on commence cette soirée. Donc, on a 3 entrepreneurs ce soir, 3 entrepreneurs, 4 if you count the first, because the first are a pair. And we'll start the night off. So, anybody that doesn't know Fuck-Up Nights, pour ceux qui connaissent notre Fuck-Up Night, notre style, notre qu'est-ce qui arrive, the speakers, ils vont parler pour 7 minutes, puis après, on va avoir des questions et réponses. So, 7-minute talking, of which I'm in charge. So, you got to kind of listen to me a little bit. And then a few minutes of Q&A. So, to introduce the first couple of women that started this business several years ago, emanated from a family business, started in not necessarily their own big, beautiful, renovated place, but as part of something else. I love Tyler Madison, who is this phenomenal brand of vegan-based clothing, and popcorn's on the floor already. Deja, talk about fuck-ups. Vraiment pas.
So let's welcome our first entrepreneurs. We're going to welcome Charna and Jacqueline from I Love Tyler Madison. Oh, you don't need that. You don't put his way. Well, if it doesn't, I'll try it. Well, here you go, just in case. Thank you. Can you hear me? Oh, with that, yeah. Okay, so we're sisters. I'm Jacqueline. This is Charna. Hi. We've worked most of our lives in the women's fashion industry. We started off only in private label. That means we were making clothes for other retailers. You take their label and we make the clothes. Most of our customers were an older woman. We call her a Missy lady. We did a lot of maternity. We did a lot of plus size. And the most popular item we were just always selling was this concept of the pull-on pant. You probably know what it is now, but years ago, it wasn't very popular. It's the look of a real trouser for a woman, but it was like a legging. You pull it on, it's a fake button, fake fly, real pockets, so it was really comfortable, and yeah. And there's, what we found was that there was none of that in the contemporary market, so what all of us would be wearing. At that very particular moment, people were going to work in their yoga pants. Lululemon made like a big name for themselves, and people were wearing that morning, noon, and night with heels, without heels to work, which is, like, as we know now, not necessarily work appropriate unless you work in a gym. Inappropriate, yeah, camel toe. Yeah. It was just not good, so, yeah. So we decided to take this very older woman type pant and turn it into something that we would like. We're both wearing them now. So we thought it would be easy to just start a brand, but we had no idea what we were doing. We knew an old colleague of ours who was like brand manager extraordinaire at another big company. Her name's Mara. We enticed her to come work with us, and we got her on board. Yeah. And it was started from there, winter Fall 14 collection. Anyway, so we're not here to tell you about how the brand started, but just we made a list of our 5 biggest fuck-ups. We'll start from the bottom up because they suck. So going back to the whole private label, you're used to getting orders of 5, 10, 20, 100,000 units to ship to one store. Thank you very much. Close your eyes and have a good day. We were approached, or actually it was Mara that got us into this really high-end, very prestigious store across Canada, Montreal being their flagship, and they ordered a whole 42 units, and we were super excited. Yeah, it was big for us. And every single unit came back because of seams ripping. Quality control. It's very important that you inspect every single garment before it leaves your warehouse. Note to self. Yeah. Okay. Thank you. It's kind of working though. Oh no, it is this. I'm someone who does everything way too quickly. Light speed. Yeah, and I've learned my lesson, especially like electronically, everything just stays there in the virtual world. So Mara, our brand manager, got us into a huge, like a major department store in the States, which is really big for starting a no-name brand because the smaller boutiques look to the bigger department stores to take you on. So for our first fall-winter collection went really well, and we wanted to make an appointment to get her to see our spring line. And the 12-year-old buyer was dismissive and rude and obnoxious, and getting a hold of her was impossible, and emailing her. And then she writes back, and she's really rude. And her demands were outrageous of units and prices. Yeah. And so I write back to Mara. I'm like, oh, my God, what a fucking cunt. And I realized 2 minutes later, I wrote back to her. Every single person. Charna. And, There's no translation. So I was mortified, and that relationship was over. So just be very careful and reread and check everything you do. Yeah, and BCC's a bitch. Just FYI. Yeah. One of the things that everybody told us as we were starting off was you needed to do trade shows. It was an absolute must if you were going to be anybody. Now, I don't know if any of you are aware, but the smallest of least important trade shows could be upwards of $10,000 US for like this much space. That's not your flights, it's not your hotels, it's not your food, it's not your artwork.
us, brainiacs, decide to do it completely blind. We have no appointments. We have no idea what we're doing. They placed us in accessories, and we sell pants. In the back of nowhere, and we're next to belts and like earrings and necklaces, and we did not write one order. Yeah. Not one. So our advice going forward would be to actually walk the show first, buy a ticket, see what's going on. Do you really need to be there? And get appointments beforehand. Yeah, and my biggest, I don't know, fuck up or regret is trademarking our name. So the brand name, that's the face of your company for a long time. We were in a rush with Mara on board and getting into all these amazing stores to get our fall collection together. So we had wanted to trademark Tyler Madison or Madison Tyler, but Charna had found out that you can't trademark a name. Like a person. Yeah. So and Tyler Madison is our rescue dog's name. We knew that we wanted it to be about our dogs. Yeah, the two names are really important to us. Madison is my rescue dog. Tyler's her rescue dog. We wanted to be a brand that gives back, so fashion with a cause. So we donate a portion of every sale to animal charities. Someone had said, like, oh my God, I love Tyler Madison, and we thought that's such a great name. Perfect. So we made tons of hang tags and labels in China. Everything shipped to us, and then maybe 2 days later, the Ashley Madison scandal came out. Like, if you remember that, people were asking if we were like connected to that. We also realized love is a very English word. And anyways, fast forward 4 years later, we're trying to rebrand. We have a new logo. It's ILTM. So yes, with I Love Tyler Madison at the underneath. bottom. So just really take your time and do your research too. I hadn't heard of Ashley Madison before, so yeah. Speaking of time, you also don't want to waste money. E-commerce websites. I know every 17, 15, 12-year-old can make one these days with Shopify and all of those WordPress sites that are super easy and fun to do. We had absolutely no idea what we were doing, and in order to elevate our brand so that they could be written up in different magazines, we were told we absolutely need a landing point, e-commerce website, so that we can send readers somewhere. I think every single person came out of the woodwork to take advantage of us because we had no idea what we were doing. 20, 50, $100,000s of dollars, time. We had no concept. I could speak to you for literally 3 days straight and still not tell you everything that we've been through with these websites, but I'm very proud to say that on December 3rd of this year, we will be launching our final website. Yeah. So. And that's just the short list. Yeah. Good. Yeah, that's it. I feel like it will fall. I'm on my way out. Thank you very much. So, interesting story. 5 lessons that they had to learn the hard way. Yeah. Questions from the crowd. Des questions de la foule. I love TylerMadison.com. It also, you can go to iltm.ca. Domain names. Yeah, Domain that was part of the whole also, trademarking lesson. Make sure the domain name that you want is available and not like 5 million characters long. Yeah. Before you choose a choose name, a name. make sure the URL is available. Yeah. Yeah. .com and .ca, not just one. Yes. And the first Fuckup, when the same store, could you do business with them again? No. They're not super quick to return your phone calls. They wouldn't see us again. No. And they made us come into the boutique to give all of their sales reps, like all of their girls on the floor selling, like a description of the whole line and who we are. We're like, you don't want to take us again. Yeah. It was very weird. Yeah, no. Don't burn your bridges. Yeah. Any other questions? Hard to see, but yes. Is it like working in family and working as siblings? We fight a lot. How do you break the ties? How do you resolve? No. We're good though. We're very different personalities. Yeah. So we mesh well. We take care of different things. We let Yeah. each other do our own different thing, and then we meet up at the end. Do you bring in other family members to help you? Oh gosh, we try not to. Yeah. We try not to. It's enough. Yeah. Other questions from the crowd? Yes. I'm actually curious about that point. Like working together as sisters, like is that something that you had always kind of thought about doing in the past? And you're like, okay, this would be fine, let's do it? Or Like At least they didn't Josh- ask you who the older one is. Well,
not that big of a difference. But like Josh had said, it started from like a family business where we were kind of just waiting out time and working and going to school, and we kind of took it to a different level. So we're used to working with our parents, which, by the way, I don't know if any of you do, but you'll know it's not super easy. You're on live. Yeah. They don't watch Facebook. Yeah. Was there a reason that you did not want to go into the family business? Well, it's because we started custom making those pull-on pants. They were wide leg, they had tummy control, and we started making it to fit our bodies, like more we say contemporary, that's just a younger cooler fit. And we realized like we couldn't find them anywhere. They're everywhere now, but even 10 years ago. Yeah. So we're like, I think this is a good idea, and our friends wanted them, so we'd make just small units and stuff. So, yeah. Cool. Une autre question? Question? Oui, yes. You started with an intuition. You obviously have some DNA transfer on commercialization. But what was your data? Did you have a data point? Or you just felt this is going to work? We basically, dumb luck, I want to say. Like, we did it for ourselves. Like, we wanted pants that were comfortable, and we didn't want to wear leggings to work every day. So we kind of made them for ourselves. Like Jacqueline said, our friends kind of picked up on it, and it was like, well, I don't know. I guess. All different shapes and sizes. I love that like the same pant would look on like whether it was a size 2 or a size 14. And it like made some of my girlfriends just feel good about themselves, and that was what mattered to me. And using also vegan materials. Like we started off with like vegan leathers and vegan suede and doing stuff for animals. So it was more just like, we just loved doing it. It was like a hobby that grew into. Yeah. Did you have competition when you started? No, not as much. Do you have competition today? Yeah. Yes Do you and no. monitor them? We try to. Yeah. It's hard with contemporary that's fast fashion. So there's Zara, H&M, Forever 21. There's a like... It's still a growing concept for like young people to put pull-ons on, and they're not leggings. It's a whole different concept. But yeah, there's a lot only of them. for women? Yes. I could use a tummy tuck. Actually, no, it's not. Her husband. My took husband 2 pairs. ripped his pants. He also works at the office. He ripped his pants one day, and I said, "Oh, just go into the back. We have a denim. Take a pair of jeans. They're pull-on. They're 5-pocket jeans, but they're pull-on. They have no fly." And he put them on, and he looks pretty awesome. And he wears them now out. Yeah. Unisex. It's all unisex. Well, there's Greta Van Fleet. I don't really know who they were. There's a really popular band. He's taken a lot of our faux leather jogger. Yeah. So. Mm-hmm. Any one last question? Yeah. Yeah, in the corner there. I'd like to know how long this whole adventure has been, and I'd also like to know how many jobs have you kept on the side while you were doing this? It's been since 2014, or maybe a couple years before, just doing it slowly. We launched it 2014, and in terms of keeping jobs on the side, we still work with other brands with and the private label. Yeah, this was done like on the side. Full time now. Yeah, full time now. Cool. Well, merci beaucoup, vous deux. Thank you so much. Thanks so much for having us. Thank you. Et on continue avec nos deux. We're going to continue with our 2 other entrepreneurs, avec nos 2 autres entrepreneurs, nos conférenciers. But afterwards, when we're done, we stick around. We have beer. We have the popcorn that Louis Félix was able to buy to fix our fuck up. And we're on to our next entrepreneur. Donc, c'est qui leur suit? Miguel Escobar. Miguel, do some trilingue. Perfect. Okay. So he is probably pretty fluent English, en français, and espagnol. Miguel is an architect by trade. He was an architect by trade, but has since developed so many different businesses. La formation avec du monde, a comedian on the side, just so many other things. So just laugh a little bit if he talks, just to make him feel good. Can you turn it off for airplane mode? Not that he needs help. But as Miguel is getting mic'd up, Miguel, come on down. Come on down. You're the next contestant on Fuck Up Nights Volume 15. Mesdames, Messieurs, Miguel Escobar. Oh, you're right. Hi, everybody. Thanks, Josh, for having me here. It was great to be on CJAD with you as well. Fuck Up is basically the opposite of, my favorite word is serendipity. And serendipity is the result of
the power of attraction. Because the power of attraction is all those things you build up in your mind and you make your goals and this is where you want to go. And every time there is an opportunity that presents itself, whether consciously or unconsciously, you take that opportunity, you go through it, and you end up basically more or less where you want to go or someplace even better. So just to give you an example, say, for example, the guys, your girlfriend or your wife says, let's go to Plattsburgh for the weekend and shopping. Great, let's go. So you take off on the car and you head off and you find out that the Champlain Bridge and the Merci Bridge are closed, right? So you have to go through the Jacques-Cartier Bridge. You end up on the 10, and then you end up in Vermont. You go to the border. There's nobody there at the border, right? And the border security guard is there and just waves you through. So you're going like crazy. You're not going to Plattsburgh. You're going to Vermont, to the beautiful mountains. You realize that you have your hiking boots in the back of your car. It's great. And all of a sudden, you get to the I-95, and you open your mouth, and you say, and you see a sign. There's actually a serendipity in New Hampshire, a beautiful place to go hiking. But you say, oh, if I take the I-95, that's another direction. And then you end up 3 hours later in a super mall in New Jersey. And that's what happened to me back in 2002 when they announced the Olympic Games in Beijing, China. I wanted to go to Beijing. So what did I do? I started creating this power of attraction for myself. I started identifying goals, objectives for myself, started believing that I could go, and I started talking with people, and people would say, what are you doing? Oh, I'm planning on going to Beijing and do some projects in China for the Olympic Games. And at one point, somebody from the city of Montreal said, Miguel, we're having a downtown cities of the world conference in Beijing. Why don't you come, you pay the ticket, and we'll pay for the rest, the hotel. I said, great, fantastic. So I was there in Beijing. I get to the hotel, and the next morning I go down, I have my agenda, and I get into the elevator. The elevator is full of these Chinese gentlemen, and I press the ground floor, but the elevator door opens up on the mezzanine. And since I was in the middle of the elevator, I get pushed out on the mezzanine, and somebody grabs me by the arm and says, "Xie, this way, this way, this way." And I said, well, this must be part of the program, right? So I get pushed into a dining room, a long table. On one side, there's a lot of very classy Chinese gentlemen sitting on one side and ladies. And on the other side, there's a whole bunch of Lawai, those big noses, which are the European guys or the Occidental guys. And there's a chair right in the center, and somebody pushes me towards that chair. And I said, well, this must be part of the program, right? Okay, so I sit there, and all of a sudden, I see everybody's talking, and there's a chair in front of me, and it's empty. In comes the mayor of downtown Beijing, sits down, and starts looking at me and asks me where I'm from, and he starts wondering, making these grimaces and asking people. I don't know, he's speaking Chinese, so I don't understand what he's talking about. And he's looking at me. Anyways, so I realize this is probably not a place I should be. But it's too late. I can't walk out. I lose face. You know what happens in China? If you lose face or you make other people lose face, that's it. So the gentleman gets up, he gives a speech of a welcome, and everybody's welcoming, and he's saying how so many people from London, from Rome, from Australia are here, etc. And everybody gives him applause, and everybody on my side of the table said, well, protocol requires that somebody replies back. And I said, I agree. So everybody looks at me, and I end up having to get up and thanking him. I crashed the party, basically. And I get up and I thank the gentleman. Thank you very much, blah, 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 blah. And he is astounded. He doesn't know what to say. I sit down, everybody claps, great speech, whatever. And he's looking at me like, what the fuck? So we start eating this and that, and he starts a conversation with me, and he says, where are you from? I said, Montreal. I said, oh, yeah. And I realized at that point that this breakfast meeting was for delegates, the main delegate of Montreal and all the other cities, and somebody pushed me there, and the delegate from Montreal was there the day before, so he was all confused. Anyways, the show must go on.
he starts talking to me. Well, I love Montreal. I went to see Montreal. I love the underground. You know the underground? Sure. I'm an architect. I'm an urban planner. I've worked a lot in Montreal. I'm the architect for Promenade for the last 20 years. Ogilvy's for 15. I've worked on a lot of the underground systems here in Montreal. And he starts talking to me, and we have a great talk. And he thanks me very much, and I leave. I wasn't arrested. And I get... That time. And I get out of there as quickly as possible. Somebody taps me on my shoulder, some of the guys of the group. It's a very good meeting, very good. Okay, thank you very much. I'm trying, no, good. And he holds me back, and he's trying to explain to me that it was a very good meeting. I have no clue what it is, what he's talking about. So we go, they have an incredible national televised event for us in Beijing, where we have a party. The next day we go to the China Wall. We come back for lunch at Tiananmen Square, at the museum cafeteria. We have lunch, and all of a sudden I get 2 taps on my shoulder. I look around, there's 2 guys in black, but seriously, black, glasses, black ties, black shoes, very serious. And I asked my translator, what do they want? No, you have to go with him. Oh, no. I thought I was not going to be arrested. So, but I don't want to go. And she said, you have to go. Okay, I go. So I get up. I don't have my dessert. I go outside to Tiananmen Square. 2 black cars waiting for us. They put us in the back car. And there they take us right across Tiananmen Square. I see Chairman Mao saying, bye. And they take us downtown Beijing. It was a Sunday morning, a Sunday afternoon, so there was nobody working. Well, actually in China, everybody works on the weekends. But with 3rd floor, it was all dark. We go up to the 3rd floor, it's all dark, and I can just see an open door at the end of the corridor, and a few guys smoking with cigarettes and having tea, and smoke coming out of this room, because it was full of people with smoking and having tea. And there's a long table, surrounded people sitting, standing. In the middle, there was the mayor of downtown Beijing. So we have this long conversation, to keep it short. He invites me to do an international competition to redesign the downtown center of Beijing. I go back to Montreal, I didn't believe it. 1 month later, I get the letter. I go back. I work on the project for 2 months. I go back to Beijing through the magic of internet. All my plans, models, everything's there waiting for me at the hotel. We present. I talk with my translator. I explain her the project. We go to the next day to the presentation. I speak for about 20, 30 seconds. She speaks for 4 minutes. Later, I ask why. You didn't say everything. Great. That's a fantastic translator. We finish the presentation. We go. They have a great supper for us, and they announce at the supper that I had won this international competition to redesign downtown Beijing. I thought it was going to be on Charlie Rose the next day. But they said, we have to give you a second prize. And second prize money. And I said, what the? I didn't even have enough money to pay for the cost of all that work. So I go back home all, discouraged. And they call me back 2 months later, and they said, Miguel, we want you to do another competition. What for? Well, to do all the subways around the center that you had designed. 6 underground and aerial subway stations. And I said, I'm sorry, I'm too tired, I can't do it, I don't have any money. But you're going to win. I'm sorry, I'm too tired, I don't have any money, but you're going to win. I'm sorry, I'm too tired, I'm sorry, but you're going to win. A month later, I realized that whatever I had done, I was going to win that competition. And that's what serendipity is all about. You have to keep on your toes and just go for those opportunities that are presented to you. Serendipity! Yeah. So it doesn't matter what you did, you couldn't fuck up that at all. That was huge. That was huge. Do we have any questions at the moment? Des questions? En espagnol, en français, peu importe. Where you come from? I'm Spanish, born in Spain. Yeah. How did you end up at China? And how did you end up at China? Like, why Beijing? Why was that such a draw?
Well, I started in office when I was 17. I went to University of Montreal, learned French, went to do my master's at Columbia University, then went to work for Lavalin, designed the downtown center of Gatineau, worked for Mount Sinai Hospital. I relocated from Sénégat to Montreal. Then worked for a municipality, Greenfield Park, for 4 years as urban planner, town manager in charge of the police, the fire chief, etc. Then I opened up my office, which was my biggest dream since I was 9 years old. And I knew that if I wanted to grow in my business, I had to go international. And at that point, Beijing was the next architectural forum, which was the Olympic Games. Question. Everybody's shy. No, okay. Go ahead. My question is, you know, this serendipity stuff. Yeah. Is it usually theme in your life, or that's the first serendipity thing that happened in your life? It happens every day. And I say to my girlfriend, I said, you know, this happened today. I'm thinking of something, and all of a sudden I see the word or something. You know, if you are focused in what you're doing and you have your objectives, everything you do every day leads you towards that objective, whether it's directly or indirectly. But you have to plan it. You have to think about it. It's like a computer. You have to program yourself to do it. It's not magic. Urban planning has got to come up against some roadblocks. Des échecs. You can't. Is your first thought always the end result? Where have you hit a roadblock along the way in any of your urban planning? Because there are huge projects. Yes, and 51% is political, because you have to have, you know, the consensus of the public, of the politicians. So you come up against a really stubborn politician? Yeah, actually, my own mayor in Greenfield Park. When I arrived in Greenfield Park, I didn't have my stamp as an architect, as an urban planner. I had no clue about urban planning. But like Richard Branson says, if they give you a job, take it and then you learn it, right? And that's basically what I did. And within a few weeks, I put together an idea which is today the largest economic development strategy for the South Shore, which is the redevelopment of Taschereau Boulevard, which is now legislated into the urban planning. And my biggest opponent was my own mayor. Question, oui, yes. What drew you to the power of attraction? I'm sorry? What drew you to the power of attraction? Was it something that you heard, or is it just like a recurring theme, or do you read about it? I read all the time. I read newsletters. I search now with your telephone. Every time you have an idea, you know, you can look it up. And yeah, for me, it's part of growing professionally and understanding what's going on around you. We make mistakes all the time. The most important thing is to figure out why and try not to make those mistakes again. Time for one more. S'il y en a une question. Oui, Monsieur Binet. Your story is fantastic. It made me think about comic books and things like that. And I was wondering if you were a Stan Lee, rest in peace. Yes, exactly. That's probably why I think about it. If you were a superhero, what would be your superpower? Oh, I don't know. No. I think that would be a curse. That would be a curse. Yeah. Hey, toi, Monsieur Binet, what superhero would you be? What superpower? Right back at you. We had this conversation yesterday, and being lucky. Lucky man. Oh, that's serendipity. That's serendipity. Yeah. Yeah. My thought was that you already have the We superpower. all have that superpower. Yeah. Merci, Miguel. Okay. Gracias, señor. To introduce our next, third, and last entrepreneur of the night, the lovely, the ravissante, Nathalie. Por favor, Josh. Hola. ¿Hablas español? ¿En serio? La mayoría, ¿no? Porque la tercera emprendedor habla español, es colombiano. Alors, pour vous qui ne parlez pas espagnol,
Le troisième entrepreneur qu'on va voir ce soir, j'ai rencontré à une soirée, les Glorieux Échecs avec l'UQAM. En fait, j'étais invitée pour faciliter une soirée où les étudiants parlaient des échecs dans leur club d'entrepreneurs et j'étais absolument enchantée. Merci encore à les étudiants ici. Combien parmi vous sont des étudiants présentement? Right on. On adore ça, partager les échecs et ces soirées-là et ces expériences comme ça avec vous. Alors, prochainement, j'invite Antony Diaz. Il s'est connu pour le projet Uvolt. On a partagé cela, mais c'est un projet d'échecs. Présentement, il travaille sur un projet qui s'appelle Red Live. C'est une histoire fascinante en général de sa vie, de ce que je connais. Et présentement, avec son projet, il collabore avec Microsoft, Université de Montréal et Ivado. I'll let him tell you the rest. Welcome, Antony Diaz. Bonjour tout le monde, mon nom est Antony Diaz. Et en passant, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc merci pour m'avoir invité. J'ai dit ça parce que lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai réfléchi pendant beaucoup de temps pour faire comme une balance de ma vie et voir comme tous les ups and downs et me rendre un peu plus fier de tout ce qu'on a traversé et où on s'est rendu. J'aimerais vous demander, est-ce que entre vous dans la salle, vous avez déjà entendu parler de Uvolt? Oui? Non? Oui? OK, pas la plupart. Bon, Uvolt, c'est un projet que j'avais commencé quand j'étais au secondaire 5 et qui est devenu une start-up dans les énergies renouvelables à Montréal qui était pas mal reconnue et j'ai eu pas mal de trajectoires avec ça. Et je te raconte pas mal toujours le même type d'histoire où j'ai dit que j'avais commencé ça quand j'étais au secondaire 5 et je parlais encore plus espagnol que français. Donc quand j'ai partagé cette idée avec mes profs, ils ne comprenaient pas ce que je disais à la base. Et ils me forçaient à que je passe en premier mon examen du ministère avant de faire un projet traditionnel. Clairement, je ne les ai pas accutés. Et quand j'ai partagé mon idée d'utiliser la chaleur corporelle pour charger mon téléphone, ils ont trouvé ça folle. Je ne sais pas si vous aussi. Mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a plusieurs façons d'apprendre et ce n'est pas juste l'école. Que l'école, c'est juste une des façons dans laquelle on peut acquérir des connaissances. J'ai pris des cours en ligne, j'ai commencé à tester par moi-même, Puis 6 mois plus tard, je suis arrivé à l'école avec un prototype fonctionnel. Et ça, c'était le début de Uvolt. Bon, ça, c'est ce que je raconte. Aujourd'hui, je vais raconter un truc que je raconte jamais. Et c'est ce qui est arrivé pendant ces 6 mois où ça a tout foqué. Comme vous pouvez voir, si j'ai duré 6 mois à explorer, puis essayer, c'est parce que ça n'a pas marché pendant ce temps-là. Donc, je vais raconter 2 anecdotes, puis on va voir comment je vais raconter 2 anecdotes qui me sont arrivées, qui m'ont marqué, puis qui ont changé un peu la façon comment j'ai travaillé. La première anecdote, comme je vous ai dit, c'était en tenant compte du premier headquarter de Uvolt. C'est que pour Steve Jobs, c'est le garage. Pour moi, c'était la salle de lavage de notre appartement. J'ai commencé à suivre des cours sur Coursera, je ne sais pas si vous connaissez, ou MIT Open Course, des cours d'ingénierie de MIT. Puis en suivant des tutoriels de YouTube, j'ai commencé à faire mes propres circuits imprimés. Parce que j'avais besoin d'assembler des circuits. Je ne savais pas comment souder ou rien de ça. Mais YouTube est une bonne façon d'apprendre. Pas très bon parce que ce qui s'en vient, c'est pas au mieux. Mais une soirée, j'étais là, dans la salle de lavage. C'est là où j'ai travaillé pour faire mes expériments. Et j'ai commencé à souder. J'ai commencé à faire mes lignes, à tracer mes traces pour mettre les trucs. Mais avant de pouvoir souder, il fallait que je mette la plaque sur l'acide. Et je laisse un peu de temps sur l'acide, puis après je la sorte, je la laisse sécher et je commence à souder. Je faisais ça comme 30 fois avant qu'il y ait un circuit qui marche bien. Parce que ça prend beaucoup d'efforts et les ingénieurs dans la salle peuvent le confirmer. Mais
ce soir-là, quelque chose n'est pas sorti comme je m'attendais. C'est le fait que l'acide est tombé, la machine était branchée, longue histoire courte, il y avait la flamme qui avait sorti. Heureusement, je n'ai pas brûlé tout le building, juste une partie. Mes parents ne sont pas fiers de cette histoire. Finalement, tout s'est bien réglé et j'ai pu continuer avec le projet. J'ai pu faire le tour du Canada et présenter la belle histoire de réussite. Mais grâce à que le building ne s'est pas brûlé au total, sinon je serais encore en train de payer ça. Une deuxième anecdote, c'est par rapport à comment j'ai appris de nouvelles choses. Comme je vous ai dit, j'ai pris des cours en ligne, mais je voulais tester. Je voulais comme... Je suis plus manuel. Je voulais tester, je voulais essayer. Donc, une de ces stratégies que j'ai utilisées, c'est... Je ne vais pas nommer l'université, mais j'allais à des classes d'une université connue, dans le laboratoire, et je prenais le cours comme si j'étais un autre des étudiants. J'assistais, je prenais le matériel, puis je commençais à tester. J'écoutais les profs, puis je faisais. Ils ne m'ont pas pris pendant les premiers 3 mois. Après, le prof s'est approché à moi. Pétron, qu'est-ce que tu fais ici? Le bon côté, c'est que ce prof-là, après qu'il a su l'histoire que j'ai presque brûlé la maison, au lieu de me get out, il m'a aidé, puis il m'a donné une salle dans l'université pour que je puisse continuer à tester. Donc, ça m'a appris plein de choses. Entre autres, c'est le fait que des fois, on se met des barrières parmi nous-mêmes qui, comme je dis, c'est nos propres barrières. La langue, c'était une des barrières qui me marquait beaucoup. Quand je suis arrivé au Québec, il y a 6 ans, je ne parlais pas français ni anglais. Donc, je croyais que le fait que les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Je ne sais pas si je parle encore trop fragnol, mais j'espère que vous m'entendez mieux. Mais au début, c'est compliqué de s'adapter et faire passer ton idée sans que les gens ne pensent pas que tu es con juste parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Une fois que j'ai passé ça, notre leçon, c'est ne pas avoir peur d'être jugé. Quand j'étais à la Colombie, je suis colombien, quand j'étais à la Colombie, j'aimais trop les mathématiques. Pour vous expliquer pourquoi j'aime les mathématiques, parce que les gens toujours me regardent croche quand je dis ça, c'est que j'aime des maths, c'est le raisonnement logique pour résoudre des problèmes. Très souvent dans l'école, on nous apprend qu'il y a une façon d'y arriver à une solution, quand en fait, il y a plein de façons pour arriver. Puis le plus important, selon moi, ce n'est pas le résultat, mais le chemin pour y arriver. Donc, en tant que mathématicien, on essaie de trouver la façon la plus élégante, la plus simple d'y arriver à une solution. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la même chose, mais pour des problèmes de notre vie réelle. C'est trouver des solutions plus simples, plus efficaces que ce qui existe maintenant. Donc, quand j'étais à la Colombie pour revenir, mon objectif de vie était d'être mathématicien. Ça allait bien avec les cours de maths, je faisais des compétitions de maths, tout ça allait bien. Je me disais, OK, j'étudie, j'ai fait un master, j'ai fait un doctorat, puis je deviens prof. Je ne voulais pas être prof, mais c'était le chemin tracé. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, personne ne me connaît. Donc, je peux continuer avec ce chemin ou faire des autres choses. Et c'est là où j'ai fait plein de choses qui n'étaient pas normales pour moi, mais qui m'ont aidé en rétrospective à être qui je suis maintenant. Comme j'ai fait du théâtre, et j'étais dans une bande musicale en tant que chanteur, et je ne chante pas. Mais il disait qu'il voulait qu'on chante une chanson en espagnol, donc il croyait que juste parce que je parlais espagnol, je devais chanter en espagnol. Bon. J'ai participé en radio, j'ai fait bénévolat dans des trucs que j'aurais jamais imaginé.
en médecine. Puis tout ça m'a formé. C'est vrai que je me suis frappé très fort parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment le faire. Donc, j'avais plus l'air du con qui fait de nouvelles choses à celui qui est en train d'avancer. Mais maintenant que je regarde toutes ces expériences, je me rends compte que peut-être si ça n'aurait pas été à cause de ces expériences où j'étais nouveau, puis je me trompais, puis j'ai commencé de zéro, je ne serais pas peut-être ici devant vous aujourd'hui. Donc, merci. Excellent. Donc, on va prendre des questions en espagnol. Yes! Des questions? First question, une première question. Bon, moi, je vais vous poser la question. Y avait-il une expérience côté finance avec Uvolt que tu avais une expérience que tu veux partager avec oui. tout le monde? Ouais. Parce que c'est pas toujours facile à trouver de l'argent pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Bon, il y a plein. OK. Choose one. Choisir un. OK. Je peux choisir deux? OK. C'est ma fait. Bon, je vais choisir un pour le début, puis un pour la fin de Uvolt. La première, je dirais que ça a été quand j'ai voulu former une équipe. Parce qu'une des choses que ça m'a pris, le fait de presque brûler la maison, c'est qu'il fallait que je m'entoure de gens qui étaient beaucoup plus forts que moi dans des choses que je ne comprenais pas. Et apprendre avec eux au lieu d'essayer de faire tout par moi-même. Donc, quand j'ai voulu engager du monde, je me suis rendu compte qu'il faut payer ou il faut trouver des incentives pour que les gens veuillent travailler avec toi. Là, ce que j'ai appris, ce n'est pas finance, mais ce que j'ai appris, c'est l'argent n'est pas la motivation principale de la plupart des gens. C'est facile de faire de l'argent. Tu peux travailler dans un team, tu peux trouver un travail dans lequel tu te fais payer. Mais la plupart des gens, des personnes avec qui j'ai travaillé, ils voulaient faire un impact. Et pour faire un impact, ils ne regardaient pas le côté financier, ils regardaient vraiment le côté ponctuel de qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, pour ça, c'est une leçon qui m'a valu beaucoup, c'est en première croire en moi-même, puis après croire en ce que j'étais en train de travailler. J'ai partagé ma vision, puis au lieu d'essayer de recruter celui qui avait le PhD, blablabla, j'ai recruté ceux qui étaient passionnés pour le projet, ceux qui croyaient vraiment au projet, parce que je savais que ces gens-là, quand les choses n'allaient pas marcher, ils allaient rester avec moi. Ils sont de toute façon pas là pour l'argent. Et la deuxième anecdote, c'est ça a été dur de processer, puis je suis fier de tout le travail que mon équipe a fait. Mais l'année passée, on avait lancé une campagne de sociofinancement. On avait sorti un premier produit qui pour moi c'est une preuve de marché. C'est une montre qui utilise l'énergie solaire et la chaleur corporelle pour charger ton téléphone cellulaire. Ouais, ça marche. Et on avait fait une campagne de sociofinancement, un Kickstarter. Quand on avait lancé, on avait de très hautes expectatives. Parce qu'une semaine avant, j'étais à New York, j'ai présenté à Boston, j'ai fait pas mal de tours du monde avec mon équipe, avec des mois à l'avance. On avait l'appui des Québécois, on avait beaucoup de support, et on avait apparemment toutes les ressources pour réussir la campagne. On a lancé la campagne, la première journée, cool, on est arrivé à 60 000. J'étais comme, yes, ça va bien, ça va bien. Deuxième journée, 80 000. OK, bon, il reste 30 jours, ça va. Ça commençait à s'éteigner peu à peu. Puis à la fin de la campagne, on était déjà rendu à 170 000 $, ce qui n'était pas pire parce qu'on avait demandé 100 000 $. Mais pour moi, dans ma tête, il y avait un choix compliqué à faire. Parce que mon équipe il voulait continuer. C'était qu'on prend l'argent puis on essaye de développer. Mais réalistiquement, je savais que ce n'était pas possible de pouvoir développer dans les délais qu'on avait promis avec si peu d'argent. Donc,
j'ai décidé de retourner l'argent à chacun qui nous a apporté, puis dire merci pour la confiance qu'ils ont eue en moi. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça. C'est pas une décision facile. C'est pas une décision. Pour moi, c'était facile. Parce que, selon moi, je n'avais pas commencé ce projet pour faire du cash. Ce n'était pas one shot. C'est toute une vie qu'on est en train de construire. Puis, dans ma tête, c'était comme, OK, c'est une expérience, j'apprends. La prochaine fois, je sais qu'est-ce que peut-être je peux m'améliorer. Mais il y avait des parties de l'équipe qui ne pensaient pas comme ça, et qui voulaient juste reprendre. Donc, ouais. Très bien. Question, oui. C'est quoi la prochaine étape? Bon. On parle ici ce soir, puis après, non. Tant. Non, l'été passé, ce qui est arrivé, c'est... Bon, ça, c'est un autre fuck-up history, parce que l'été passé, après que j'ai retourné l'argent, et il y a eu toutes ces fatigues que j'avais. Bon, j'étais étudiant à temps plein au collège Jean Brébeuf, à Bac International. C'était pas la meilleure décision à faire si tu avais une compagnie à temps plein aussi. Puis j'avais un job en design pour pouvoir payer mes choses. Donc, j'ai fait tout ça pendant 12 ans. Puis, à un certain moment, ton corps sent la fatigue. Et c'est des choses que mes mentors m'ont dit. Mais en tant que première fois comme entrepreneur, on croit qu'on est Superman. On n'hésite pas. Héros, superpower. Mais ce qui est arrivé, pour résumer, c'est avec le peu qui me restait avec Uvolt, on est retourné à la Colombie. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour finir d'une bonne façon, pour essayer une nouvelle chose ou repenser. Je suis retourné à ma ville natale. Puis on a dit, OK, comment on peut aider avec l'expertise qu'on avait? On a apporté mon meilleur ami, Justin et moi, on était allés. On a essayé de pas juste acheter des panneaux solaires et les mettre dans l'école. On a essayé de faire comme des ateliers pour former les gens qui étaient là-bas en secondaire, pour qu'ils apprennent comment ça marchait, comment ils pouvaient l'installer par eux-mêmes, comment eux ils pouvaient faire la maintenance. Et ce n'était pas un business pour moi. C'était plutôt redonner. Et dire comme, OK, j'ai eu plein de gens qui m'ont supporté puis qui m'ont aidé pour apprendre ça. Allez. Fantastique. Une dernière question, s'il y en a. Oui, en arrière. Voilà. Gracias. La question que je vous pose, c'est comment est-ce que tu fais pour maintenir la motivation à tout le temps? Avec de monter comme ça dans le cheminement de l'entrepreneur, je voudrais savoir comment tu fais pour garder toi-même la motivation et puis pour essayer de le transmettre aux autres qui me croient à toi. Tout le monde a bien compris? Oui. How do you keep going? Comment tu continues? Ben, comme je crois, je ne m'embarque pas dans un projet dans lequel je n'ai pas 100% confiance. Et ça ne veut pas dire que je vois c'est quoi tous les risques qu'il y a. Non. C'est plutôt que si je crois vraiment puis j'ai la passion sur ça, je sais qu'il va y avoir des jours où ça va aller mal, mais il va y avoir des autres jours où ça va aller mieux, donc ça va compenser. Donc j'essaie toujours de faire comme un point de balance. Et maintenant, avec ce qui m'est arrivé avec Uvolt, ce que je me suis dit, c'est, OK, je sais que, bon, je suis encore jeune, je dois continuer aux études, donc il faut que je fasse ces trois choses encore. Travailler, étudier, puis avoir ma compagnie. Par contre, il faut que je prenne soin de moi. Donc, à différence de ce que j'avais fait avec Uvolt, où je me suis concentré juste avec le projet, maintenant, je prends un peu plus de recul. Je m'entoure de gens qui sont très forts. Je travaille en EdTech maintenant. Je m'entoure des professeurs, puis des gens qui sont très forts. Je délègue. Et comme ça, je retombe de faire des autres choses, de voir ailleurs, et explorer de nouvelles possibilités comme ce qu'on va faire avec Microsoft, ce qu'on fait avec Ivado, qui n'étaient pas dans le plan initial, mais qui se sont passés grâce à que je n'étais pas juste mis sur cette idée-là. Ça. Antony. Merci beaucoup. Merci. C'est là. J'invite Nathalie puis Louis-Félix ici en avant. J'aimerais vous inviter
Je ne sais pas si c'est notre plus jeune ou notre premier étudiant comme conférencier. Ça va être le plus jeune conférencier, je pense. Je pense que oui. Et pour ça, et aussi pour que c'est sa fête, peut-être on peut juste lui chanter Bonne fête. Oui. En espagnol, en espagnol. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête. Merci. Gracias. Merci beaucoup. Et en fait, bonne fête. Merci. Nous aussi, on a une fête en commune. La semaine prochaine, on va avoir notre 2e anniversaire de Fuckup Nights Montréal. Et en fait, on est beaucoup plus que des soirées de fun. Oui, on a le popcorn, la bière et on suit la format qui se passe dans toutes ces 300 plus villes au monde. Mais Fuckup Nights est devenu un peu aussi un mouvement. Alors, je voulais vous remercier pour supporter ça. Parce qu'au sujet de l'échec, la compagnie Fuckup Nights s'est fait approcher par des entreprises qui ont demandé sur la nature de l'échec. Et il y a maintenant un Failure Institute qui travaille avec les gouvernements, les organisations, les organismes. Même un Global Failure Index que vous pouvez aller chercher où il y a plus que 3500 personnes maintenant qui ont contribué là-dedans. Alors, pour vos études aussi, vous pourriez vous en servir pour vos projets. Et ça représente un mouvement dans la transparence et un shift dans notre culture corporative où la communication est plus humaine, plus ouverte. Ça a commencé avec l'échec, mais là, on voit les tendances vers de se parler de la santé mentale et comment est-ce qu'on réussit, de se parler aussi l'abus sexuel, la différence entre hommes, femmes, les difficultés. Donc, on est là pour être humaines tout ensemble, pour se unir et se soutenir dans cette vie entrepreneuriale. Alors, merci pour ça. Et je vous invite mardi prochain de nous rejoindre. On va ramasser des fonds pour Moisson Montréal, qui aide beaucoup des Montréalais à manger pour qu'ils puissent aller à l'école et penser et continuer. Et ça se passe au Le Salon, le 18 santé. Ouais, merci. Mon français ce soir, ça ne passe pas. J'ai la tête en espagnol. On a Justin Kingsley qui va être avec nous comme keynote. Alors, soyez parmi nous le mardi prochain dans la grande église du Salon 1861. Donc, on a commencé ça il y a 2 ans sans trop savoir dans quoi on s'embarquait. Grâce à plein de gens comme vous qui sont venus nous voir, qui ont accepté que c'est des événements un peu lousses, là, il y a des erreurs, c'est pas parfait. Mais aussi, comme le fait que ce ne soit pas des événements hyper scriptés, je pense que ça crée une ambiance où les speakers peuvent partager. Fait qu'on célèbre ensemble 2 ans la semaine prochaine. Venez avec nous au Salon 1861, c'est magnifique. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au salon? C'est une église dans le sud-ouest, là, Notre-Dame et Richemont. Une église qui a été convertie par une entreprise de real estate responsable, si on veut, et qui fait beaucoup d'activités avec la communauté. Fait qu'on fait ça là. Puis, comme l'a dit Nathalie, tous les fonds vont aller à Moisson Montréal. Et comme on va faire notre prochain événement dans une église, ce ne sera pas un Fuckup Night traditionnel, là, ça va être plus un spectacle, fête, party. Il va y avoir du gâteau, pas juste du popcorn. Comme on parle de ça, pour faire un bon segue puis remercier ceux qui nous ont appuyés pendant les 2 ans, notamment l'École des entrepreneurs qui nous accueille ici pour la 3e fois, j'aimerais inviter Audrey, Amélie, excuse, j'ai couru pour acheter du popcorn, j'ai tout oublié les noms, ma database est effacée. Mais Amélie, pour faire un peu, vous présenter un petit projet qu'ils ont dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneur qui a lieu ici. Puis l'École des entrepreneurs, évidemment, c'est un des bons endroits pour cette semaine-là. Donc, à vous. Merci, on les remercie très fort. Merci à vous, la gang des Fuckup Night. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est des très belles soirées qu'on passe en votre compagnie. Donc, c'est ça, petit projet rapidement dans l'esprit de la soirée, mais aussi dans le cadre de la Semaine mondiale. C'est un concours. Il s'appelle le Confessionnal de l'entrepreneur. Donc, de quoi il s'agit, c'est de venir, les entrepreneurs qui sont dans la salle, de venir nous conter justement un petit fail, un petit flop, votre fuck-up à vous. Dans notre petite salle au fond, on a un petit setting vidéo. C'est Samuel qui fait la vidéo. Et ce concours-là, je vais laisser expliquer ensuite comment ça se passe. Il va être diffusé sur nos médias sociaux.
En fait, ça va être diffusé sur Facebook. Donc, il va y avoir 5 finalistes, puis 3 gagnants. Les 3 gagnants vont se mériter des prix. Il y a 2 heures de consultation juridique qui sont gratuites, une incorporation d'entreprise, ainsi que 150 $ de crédit d'atelier à l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, ça prend 3 minutes. On est juste au fond. Donc, gênez-vous pas, on ne vous tordra pas le bras. Donc, c'est juste pour plaisir. Mais se confesser, ça fait toujours du bien. Donc, on vous attend de prendre une petite bière avant. Ça va vous mettre à l'aise. Fait que, bonne fin de soirée.